Bienvenue. Aujourd'hui, on a mis la main sur un document assez explosif, on peut le dire. Ah oui, Et attention, oubliez les rapports de match habituels. Là, on parle d'un audit, un véritable électrochoc pour tout le système. tout à fait. Il s'intitule « Bilan et éléments de prospective ». En gros, c'est le bilan de 10 ans de professionnalisme dans le football algérien. Et c'est un bilan sans la moindre concession. Le document est un diagnostic clinique et je dirais même brutal d'un échec. Brutal, oui. Il utilise des mots très forts comme gabegie la plus totale pour décrire la situation. On est bien au-delà d'une simple analyse sportive. Exactement. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans ce rapport pour comprendre non seulement l'étendue des dégâts, mais surtout les solutions radicales qui sont mises sur la table. C'est ça. On parle d'une véritable refondation. Une refondation qui touche à tout. La gouvernance, les finances publiques, la gestion d'entreprise. C'est fascinant parce que le football, ici, il agit un peu comme un miroir de défis beaucoup plus large. Oui, Et la grande question qui plane sur tout le document, c'est, après un tel constat, est-ce qu'une thérapie de choc peut vraiment suffire? Suffire à sauver un système qui semble à bout de souffle. c'est toute la question. Alors commençons par le diagnostic. Le rapport, vous l'avez dit, n'y va pas par quatre chemins. Il qualifie le bilan de catastrophique. C'est le mot. Les clubs, ces fameuses SSPA, Sociétés sportives par action, sont décrits comme étant au bord de l'asphyxie. Quel est le premier symptôme de cette maladie? Alors, le premier et le plus visible, c'est la crise financière. L'endettement est décrit comme colossal et impossible à résorber. Oui, et il donne le vertige. Pour avoir une idée, le document chiffre les dettes juste pour la saison 2019-2020. Accrochez-vous bien. J'écoute. Environ 950 millions de dinars dus à la CNAS, donc la sécurité sociale, et presque 3,2 milliards de dinars d'impôts sur le revenu. C'est tout simplement astronomique. Des montants, oui, qui donnent le vertige. On parle de dizaines de millions d'euros de dettes sociales et fiscales. Mais j'imagine que l'argent, ce n'est que la conséquence d'un problème plus... Plus profond, exactement. Vous mettez le doigt dessus. L'argent ne disparaît pas tout seul. Alors, où est la source du problème selon le rapport? Le document pointe ce qu'il appelle une erreur essentielle. Un péché originel, disons, qui est le deuxième pilier de l'échec. La ressource humaine. La ressource humaine? En clair, un problème de compétences. On a transformé des clubs amateurs, les CSA, en sociétés commerciales régies par le Code du commerce. Mais on a gardé les mêmes dirigeants. Attendez, donc si je comprends bien, on a demandé à des passionnés de sport, souvent des bénévoles du monde associatif, de devenir du jour au lendemain des chefs d'entreprise. C'est exactement ça. Des gens qui doivent gérer des bilans, du marketing, du droit commercial. C'est une erreur de casting à l'échelle d'un championnat entier, en fait. C'est ça. Le rapport est très clair là-dessus. Ces dirigeants, malgré toute leur bonne volonté, n'avaient tout simplement pas les compétences requises pour piloter des SSPA. D'accord. C'est un peu comme demander à un excellent entraîneur de prendre la direction financière d'une multinationale. Ce sont deux métiers différents. Et cette incompétence managériale, elle a directement nourri la crise financière. Je vois, donc on a une crise financière causée par une crise de compétences, mais j'ai du mal à croire que ce soit tout. Souvent, dans le sport, le nerf de la guerre, c'est aussi le matériel, les installations. Est-ce que le rapport en parle? Il est bien, et c'est le troisième pilier. C'est même considéré comme la pierre angulaire du problème, le manque criant d'infrastructures. Hein? En 2010, au moment du passage au professionnalisme, l'État a attribué des terrains aux clubs. L'idée, c'était qu'ils construisent leur propre camp d'entraînement, leur centre de formation. Et donc? 10 ans plus tard, le constat est sans appel. Quasiment aucun de ces projets n'a vu le jour. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Ce n'est pas juste une question de confort, d'avoir une belle pelouse pour s'entraîner. Le manque de centres de formation, ça a des conséquences directes sur le modèle économique, j'imagine. Absolument. Et c'est là que l'analyse du rapport devient passionnante. Il décrit un effet domino, dévastateur. C'est-à-dire? Sans centre de formation pour développer leurs propres jeunes talents, les clubs sont obligés de faire leur marché ailleurs. Ils se lancent dans une, je cite, « course au recrutement prohibitif de joueurs ». Ils doivent surpayer. Exactement. Ils surpayent des joueurs sur le marché des transferts, ce qui fait exploser leur masse salariale et aggrave une situation financière déjà catastrophique. C'est un cercle vicieux parfait, Le manque d'investissement dans la formation nourrit la crise financière. qui elle-même empêche d'investir dans la formation. On est bloqué. C'est un portrait apocalyptique. Crise financière, crise de compétences, crise des infrastructures. On a l'impression que tout est cassé. Face à un tel désastre, j'imagine que les solutions ne peuvent pas être de simples pansements. Le rapport doit proposer une chirurgie lourde, non?
Une chirurgie à cœur ouvert. L'approche, c'est vraiment celle de la table rase. On ne cherche pas à réparer, on cherche à reconstruire. D'accord. Et ça commence évidemment par l'argent. La proposition la plus radicale, la plus spectaculaire, c'est un effacement pur et simple de toutes les dettes. Pardon, je vais être sûr de bien comprendre. Un effacement. On parle d'une amnistie totale. C'est ça. D'effacer d'un coup de baguette magique 10 ans de dettes fiscales et parafiscales. C'est une mesure nucléaire C'est le mot. pour les clubs de Ligue 1 et 2 sur toute la décennie 2010-2019. Mais politiquement, comment est-ce qu'on peut justifier ça? D'effacer l'ardoise de clubs de foot, alors que d'autres entreprises, d'autres secteurs sont en difficulté? C'est la question sensible, bien sûr. Et le rapport l'anticipe. Il argumente que ce n'est pas un cadeau, mais un prérequis. Il affirme que les clubs ne pourront, je cite, jamais s'en acquitter. La dette est trop grosse. Exactement, elle paralyse toute possibilité de redressement. C'est donc un aveu que le modèle de 2010 était vicié dès le départ et que l'État, en quelque sorte, a une part de responsabilité. L'effacement n'est pas vu comme une récompense, mais comme la seule façon de repartir sur des bases saines. Une remise à zéro des compteurs donc. Mais si on efface tout sans changer les règles du jeu, le problème reviendra dans 10 ans. Tout à fait. Comment le plan s'assure-t-il que les clubs puissent générer leurs propres revenus cette fois? C'est le deuxième volet financier. Créer de vraies sources de revenus. Et là, la mesure phare est de faire passer la part des recettes des stades, la billetterie, de 30% pour les clubs actuellement à 80% les jours de match. Ah oui, ça change tout, hein. Ça change tout. Soudain, remplir son stade devient une priorité économique vitale. C'est un levier de responsabilisation qui est énorme. Et pour les subventions publiques, qui étaient au cœur de la gabégie, j'imagine qu'on ne continue pas à distribuer l'argent de la même manière. Non. Et là aussi, le changement est total. Le rapport propose la création d'un fonds de péréquation. Un fonds de péréquation. Oui, géré directement par la fédération. L'idée, c'est de centraliser toutes les aides publiques, subventions de l'État, droits TV, sponsoring public, dans un seul pot commun. Et ensuite, Ensuite, c'est la fédération qui redistribue cet argent en s'assurant qu'il va bien aux destinations pour lesquelles il a été accordé. C'est une tentative de couper les circuits du clientélisme et d'imposer un contrôle très strict. d'accord, on passe d'un système d'arrosage un peu chaotique à une gestion hyper centralisée, hyper contrôlée. C'est une refonte complète. C'est ça. Mais on l'a dit, l'argent ne fait pas tout. Si les dirigeants incompétents restent en place, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qui est prévu pour la gouvernance? C'est le deuxième grand chantier et pour s'attaquer aux problèmes des dirigeants, le plan propose de s'attaquer à la structure même du pouvoir dans les clubs. C'est-à-dire? La proposition, c'est de limiter la participation des clubs sportifs amateurs, les fameux CSA, à 30% maximum du capital des sociétés professionnelles, les SSPA. Ah, on cherche donc à diluer l'influence historique des clubs amateurs pour faire place à une gestion plus capitaliste, Plus commercial. en quelque sorte. Ça ne risque pas de créer des tensions avec la base historique des clubs, avec les supporters. C'est un risque, mais le rapport considère que c'est une nécessité absolue. Il utilise des termes très forts. Il dit que l'objectif, c'est de mettre fin aux oppositions féroces et aux blocages qui paralysent les conseils d'administration. D'accord. En clair, l'omniprésence du CSA empêche les SSPA de fonctionner comme une vraie entreprise. Il faut casser ce blocage pour ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs, à des managers professionnels. Et pour les managers déjà en place, on fait quoi? On les remplace tous? Pas forcément, mais on les forme. C'est l'autre volet. La professionnalisation. Le plan impose deux choses. D'abord, un diagnostic obligatoire de chaque club par un cabinet d'experts. Pour identifier les faiblesses. Voilà. Et ensuite, et c'est très concret, des formations qualifiantes pour les dirigeants. Le rapport cite même un programme déjà conçu par l'École supérieure de commerce de Coléa, spécialement pour les dirigeants qui n'ont pas un niveau universitaire. On va leur apprendre les bases donc. Les bases de la fiscalité, du marketing, du droit, c'est un peu comme renvoyer toute la classe à l'école, oui. On passe d'un système basé sur la passion à un système qui exige des compétences, presque des diplômes. C'est une révolution culturelle. Absolument. Et pour boucler la boucle du diagnostic, qu'en est-il des infrastructures, ces fameux camps d'entraînement jamais construits? Là aussi, le changement de cap est à 180 degrés. Le rapport dit que l'erreur initiale, ça a été de confier la construction aux clubs eux-mêmes. Pourquoi une erreur? Parce que les dirigeants, obsédés par le résultat du prochain match de l'équipe première, n'ont jamais priorisé un investissement à long terme comme un centre de formation. Le court-termisme? Le court-termisme, oui. La vision à long terme a été sacrifiée sur l'autel du résultat immédiat. C'est un classique dans la gestion du football, malheureusement.
Quelle est la solution alors? La solution est radicale. Puisque les clubs n'ont pas su ou pas pu le faire, ce sera au pouvoir public de le faire. L'État? L'État prendra en charge intégralement la construction de ces camps. La fédération a même préparé un projet type, un modèle clé en main, avec un coût maîtrisé, pas plus de 300 millions de dinars par projet, et elle se dit même prête à piloter les chantiers. C'est un paradoxe fascinant. Pour rendre le football algérien plus professionnel, plus autonome, la solution proposée, c'est une intervention massive de l'État. C'est tout le paradoxe de cette réforme. Le professionnalisme passe par plus d'étatisme. On reconnaît que le laisser-faire n'a pas fonctionné. Pour créer un marché privé viable, il faut d'abord que la puissance publique construise le cadre et les fondations. L'État ne se contente plus de donner un terrain, il livre l'usine. D'accord, ces idées sont énormes. Ambitieuse. Mais un plan, ce n'est bon que si on l'applique. Est-ce que le rapport explique concrètement comment on passe du papier à la réalité? Oui, et c'est ce qui rend ce document particulièrement sérieux. Ce ne sont pas juste des vœux pieux. Une annexe contient un tableau des opérations. C'est une véritable feuille de route, action par action. Et que nous dit cette feuille de route? Que la fédération peut siffler la fin de la récréation toute seule. Pas du tout. Et c'est le point crucial. Ce tableau montre que la grande majorité des mesures clés, l'effacement des dettes, le fonds de péréquation, le changement de statut, ne dépendent pas de la fédération. Mais de qui alors? D'actes administratifs lourds, des décrets, des arrêtés interministériels. Ça implique une coordination entre le ministère des Finances, celui du Travail, du Commerce, de l'Intérieur. Ce n'est plus une affaire de sport. Non, c'est une affaire d'État. Ça exige une volonté politique au plus haut niveau. Donc le succès du plan ne dépend pas du monde du foot, mais du gouvernement. Est-ce que le rapport détaille les nouvelles obligations pour les clubs? J'imagine que la contrepartie, c'est une discipline de fer. Exactement. Le document liste les 19 pièces à fournir pour obtenir la nouvelle licence de club professionnel. Et la liste est d'une rigueur qu'on n'avait jamais vue. Par exemple, Des bilans financiers certifiés par un commissaire aux comptes, des attestations de mise à jour avec les impôts et la CNAS, un business plan avec un bilan prévisionnel sur 3 ans. On veut imposer par la loi la rigueur de gestion qui a manqué. attendez, là il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous dites qu'il faut fournir une attestation de mise à jour avec les impôts et la CNS. Oui. Mais vous avez commencé par nous dire que tous les clubs sont surendettés auprès de ces mêmes organismes. Comment un club en faillite peut-il prouver qu'il est à jour? C'est le serpent qui se mord la queue. Vous avez mis le doigt sur la clé de voûte de tout le système. Cette contradiction, qui n'est qu'apparente, montre à quel point toutes les mesures sont interdépendantes. D'accord. Et elles doivent être appliquées dans un ordre précis. Les clubs ne pourront jamais fournir ces attestations tant que... Tant que la dette n'est pas effacée. Exactement. Tant que l'effacement de la dette n'aura pas été décrété par le gouvernement. Cette amnistie, ce n'est donc pas la cerise sur le gâteau. C'est le premier domino qui doit tomber. Sans ça, tout le château de cartes de la réforme s'effondre. En résumé, on est affaire à un rapport absolument accablant qui dresse un constat d'échec total, mais qui propose en même temps une feuille de route extraordinairement ambitieuse. Et cohérent. Booyah. C'est ça. On passerait d'une gestion jugée chaotique, basée sur la passion et les arrangements, à un système ultra contrôlé, presque technocratique. Avec des managers formés, des finances sous tutelle et des infrastructures bâties par l'État. C'est l'idée. L'idée fondamentale, si on lit entre les lignes, c'est de corriger l'erreur de 2010. Oui, l'erreur originelle. Le rapport admet qu'on a demandé pendant 10 ans aux clubs de se comporter comme des entreprises capitalistes sans leur en donner ni les outils, ni les compétences, ni la structure financière. On a mis une carrosserie de Formule 1 sur un moteur de 2 CV. Et aujourd'hui, on essaie de construire le bon moteur. Voilà. Mais dans toute cette discussion sur les bilans, les diplômes, les plans de construction, est-ce qu'on ne risque pas de perdre quelque chose en route? Je pense à l'âme de ces clubs, à leur histoire. C'est la question finale et peut-être la plus importante. Une question que ce rapport, très technique, ne traite pas. Toute cette restructuration se fait par le haut, de manière très verticale. On peut légitimement se demander quel sera l'impact sur la culture même des clubs, sur leur lien si particulier avec les supporters, les communautés locales. Un lien qui est souvent ancré dans le club amateur. Justement, le CSA dont on cherche précisément à limiter l'influence, la question qui reste ouverte, c'est en professionnalisant à marche forcée, ne risque-t-on pas, en voulant sauver le corps du football algérien, de perdre un peu de son âme ?